Cette semaine dans les technos, on vous emmène à la découverte d'une Suisse qui veut reprendre le contrôle de son intelligence artificielle avec une alternative à ChatGPT. On verra aussi comment une IA développée à l'EPFL pourrait un jour rendre la vue à des personnes aveugles. Pourquoi des chars de l'armée connaissent une seconde vie sous forme de drone terrestre. Et comment une simple valise pourrait bien révolutionner vos voyages en avion. Sans oublier un violon imprimé en 3D, les startups du CEA et quelques promesses de l'IA qui méritent d'être regardées avec un peu d'esprit critique. Installez-vous confortablement. C'est parti pour un nouvel épisode des Technos. Un nouvel épisode des Technos, c'est toujours particulier, c'est toujours un recommencement. Et ici, c'est un épisode particulier, c'est un recommencement puisque c'est l'été qui commence pour les Technos avec des épisodes donc estivaux. Et voilà, tout simplement. Avec deux chroniqueurs pour cet épisode été. Ça va être comme ça durant les mois de juillet et le mois d'août, avec chaque fois deux chroniqueurs que vous reconnaissez si vous regardez la vidéo sur YouTube, parce que je le rappelle, nous sommes de retour en vidéo. Il y a Aurélien d'un côté et de l'autre côté Thierry. Salut à tous les deux. Et salut. Et salut. Salut. C'est bien. Non, mais vous pourrez regarder. C'est pas la même ambiance avant le générique et après. Hein, c'est bizarre. Quand il appuie sur le bouton REC, ça nous stresse. Mais vous pourrez regarder les épisodes que j'ai fait avec Thierry depuis de très très nombreuses années. Comme il n'y a pas eu de vidéo par moment, vous pourrez regarder si on a bien vieilli ou mal vieilli. Oui. Voilà. En tous les cas, on aime toujours faire des épisodes ensemble. Hein, ça, Rendez-moi mon Aurélien. Pourrais-je dire. Voilà. Vive les vacances. C'est comme ça que je pourrais intituler cet épisode. Nous allons passer quelques bons moments ensemble. On revient à nos vieilles habitudes, et ce sera le cas également pour la saison 13 à partir de septembre. Nos vieilles habitudes, c'était quoi ? Rappelez-vous, si vous êtes déjà d'anciens auditeurs, c'était l'abécédaire, c'était la revue de presse. On commence tout de suite. Merveilleux. Ah oui, on y va. Et comme il est de tradition, on commence avec la lettre A. A comme alternative. On va parler de la Suisse encore et de la confidentialité en intelligence artificielle, Thierry, puisque c'est de cela dont il est question dans ce premier sujet. Exactement, et j'ai transpiré parce que c'est pas parce qu'il fait chaud, on n'est pas la énième chaîne de podcast ou de télé ou de web streaming ou de radio à parler de la météo, mais j'ai transpiré parce que mon Aurélien, tenez-vous bien, avait déjà rempli la conduite, donc j'ai trouvé A comme alternative, mais c'est pas du tout la première lettre, le premier, le nom du sujet que je vais partager avec vous, puisqu'il s'agit de l'UMO 2.0. A comme alternative pour l'UMO 2.0. Voilà, c'est tout. Merci, à la semaine prochaine. Mais c'est une alternative quand même. C'est une alternative quand même, voilà. Je fais un peu de teasing parce qu'on va reparler de l'alternative à Auria. Auria, j'aurais pu vous en parler aujourd'hui, mais je pense que ça fait déjà un moment que vous avez dû en entendre parler. Auria, c'est l'alternative aux OpenAI, ChatGPT, Anthropic, et j'en passe et des meilleurs, sans oublier nos amis chinois qu'on salue, pour pouvoir, par exemple, compter sur une IA éthique, clean, et puis propre au niveau de la confidentialité. Auria, c'est proposé par Infomaniac. On en reparle dans cet épisode un peu plus tard parce que j'avais très envie de revenir là-dessus. Mais là, je vous parle d'un autre acteur suisse. Vous le connaissez, si je vous dis à tous les deux. Proton, vous me dites ? Proton. D'accord. Okay. Oui, mais VPN. Voilà, merci Aurélien. Mail, VPN et tout ça. Et c'est effectivement un autre acteur suisse qui vous propose, et Proton Drive aussi, si jamais. Parce que avec ce qui s'est passé avec Anthropic, écoutez le monsieur aux cheveux orange de tout couper. Ça, c'était pour Fable. On en reparle un peu plus tard aussi dans cet épisode. Mais que de teasing, c'est l'été, on se laisse aller, la crème solaire, il fait chaud, il fait bon. Bon, allez, je reviens. L'UMO 2.0, il est en c'est forme. l'IA. Voilà, il est en forme. Il a chaud même à l'altitude à laquelle il vit. L'UMO, c'est une autre alternative suisse que vous pouvez utiliser gratuitement, qui est clean au niveau confidentialité. Alors, il a des trucs en plus quand même par rapport à Auria. Il a un peu plus de mémoire
mémoire, dans le sens où il est capable de garder un contexte. Alors, je vous encourage à vous ouvrir un compte, hein, ça n'engage rien, c'est gratuit, et vous allez voir que c'est assez sympathique de pouvoir se faire aider par une intelligence artificielle libre d'accès, clean. Il y a de plus en plus de Suisses, hein, de congénères qui font appel à du suisse pour pouvoir, par exemple, travailler dans la fiscalité, pour les déclarations d'impôts, pour la loi, pour le code du travail et tout ça. Et Dieu sait qu'il est plus petit que chez nos amis français. Mais voilà, on a de plus en plus comme ça accès à de l'information qui vit, qui est fiable, qui est clean et qui est suisse-au-suisse. Et Lumo, il a une petite particularité par rapport à Auria. Il est capable d'analyser des images et de vous en créer. Et oui, rien que ça. Donc, rien que ça vaut la peine d'aller faire un tour sur Lumo AI. Vous allez trouver tout ça chez Proton. C'est une belle alternative. Et puis, si tant qu'à faire, vous avez du temps, allez vous jeter chez Infomaniac pour voir Auria. Je ne touche aucun dividende dans tout ce que je vous raconte. C'est juste que je suis très content de voir qu'après, des initiatives au sein de l'EPFL, au sein des hautes écoles. Ici en Suisse, on a eu effectivement des ressources calcul qui ont été mises à disposition pour des chercheurs, des choses comme ça. Eh bien, en marge de ça, les acteurs de Infomaniac et de Proton ont décidé de jouer la carte de la confidentialité, de la fiabilité, de la sécurité en vous proposant des outils gratuits pour pouvoir faire le travail de tous les jours. Hein. C'est bien sûr pas au niveau d'un Anthropic et j'en passe et des meilleurs, au niveau puissance de calcul, mais c'est déjà largement suffisant. Allez voir le tableau comparatif. J'allais dire, c'est parce que je trouve que la presse y va comme un petit peu fort en disant que c'est l'alternative à ChatGPT, par exemple. On est bien d'accord. C'est quand même, je pense que ça dessert un petit peu l'humour d'ailleurs d'aller si loin dans la comparaison, parce que forcément, comparaison n'est pas raison déjà, et que quand on fait des tests, simplement créer une image sur base d'un prompt qui est le même qu'on va proposer à ChatGPT et d'un autre côté à Lumo ou à d'autres intelligences artificielles, il y a des différences évidemment. Et ici, moi j'ai fait un test cet après-midi que je pourrais vous montrer éventuellement, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que j'ai simplement demandé de faire une image dans laquelle il affichait l'alphabet. A, B, C, D, enfin voilà, vous savez ce que c'est l'alphabet. Il n'est pas capable de le faire. Mais c'est simple, après la lettre F, F, G, là il commence à faire G, G, Z, Q, il fait un peu n'importe quoi. Tu vas pas dit de faire dans l'ordre. Non, mais je lui ai même donné l'alphabet. Je lui ai dit, voilà, l'alphabet c'est ça, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okay. Voilà, je lui ai donné l'alphabet. Il a eu du mal aussi. Bien sûr, je lui ai quand même dit, t'as quand même du mal. Il m'a répondu, oui, effectivement, on a encore quelques soucis. Il était honnête sur la création d'images, c'est pas encore tout à fait au point. En tout cas, sur ce qui est et ils ont tous eu ces difficultés-là d'affichage de caractères, de lettres, de mots, etc. C'était une catastrophe. Il y a pas un an, hein, si vous vous rappelez bien de ce que produisait ChatGPT ou d'autres. C'était vraiment une catastrophe aussi. Donc ici, on sent qu'il y a encore une marge de progression, mais ça va dans le bon sens à mon sens. Évidemment, il t'affirme que tout ça est crypté, que ça reste entre nous, que cette conversation ne servira pas à nourrir autre chose. Tout ça est évidemment de bon ton, j'ai envie de dire, surtout de la part d'un opérateur aussi connu que Proton, justement, pour la confidentialité et le cryptage, etc., etc. Donc, affaire à suivre, j'ai envie de dire. C'est déjà la version 2.0. Oui, voilà, j'ai oublié de dire qu'effectivement, c'est sorti en 2025 et on est à la 2.0. Ouais, c'est ça. Il y a l'image, il y a la génération d'images et d'analyse, mais il y a encore du travail. Voilà. C'est des belles alternatives sur le travail, le daily business, je dirais, dans le sens où... pour vous aider sur contrôle de rédaction, sur des sujets suisse-au-suisse aussi. Ça commence à être super intéressant pour pouvoir rester, par exemple, dans un écosystème hors US. Voilà. Mais quand même en anglais, parce que si tu promptes en français, si tu promptes en français, d'ailleurs il le montre, hein, il fait la traduction en anglais et il travaille sur une traduction en anglais qui ressort en anglais et retraduit en français, ce qui est toujours à un moment donné ça perd un peu ses jeunes et donc il y a toujours un risque là derrière.
À tester, j'ai envie de dire, puisque de toute façon, ça ne coûte rien. Allez vous connecter et tester Lumo 2. Je trouve le petit chat très mignon. Petit chat violet. Oui, il est chaud, lui. C'est mignon. Allez, on passe à la lettre suivante, si vous voulez. La lettre C, c'est comme C-E-A ou C-E-A. C'est quoi C-E-A déjà? Parce que j'ai regardé le site de C-A, de l'EC. J'ai été jeter un œil. Alors, à aucun moment on te dit ce que veut dire cet acronyme. J'adore la France, j'adore les Français, mais les acronymes qu'on ne sait même plus à quoi ça correspond, ça me saoule. Voilà. Alors justement, alors fais attention, C&A, c'est une franchise, je ne sais pas s'il existe encore, de vêtements. D'accord. Moi je parle du C'est juste CEA. C'est oui, j'allais dire. C'est CEA. Donc Commissariat à l'énergie atomique et c'est un peu comme l'IFP. Alors je vous en parlerai après. Et qui maintenant l'acronyme ne veut même plus rien dire parce que il s'appelle Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives parce que forcément c'était pas très voilà, c'est comme à aucun endroit sur leur site internet c'est indiqué, hein. C'est ça qui est dingue, c'est indiqué nulle part. Ça a été changé en 2010 je crois. Et pareil l'IFP, Institut français du pétrole, alors je n'ai plus exactement je n'ai plus exactement la nouvelle dénomination, mais ils ont dû changer l'acronyme parce que forcément c'était plus c'était pas c'était plus dans le move, vous voyez. Et d'ailleurs ils travaillent notamment sur de la propulsion électrique. Fin de la parenthèse. D'accord. Bon, donc ils étaient présents, le CEA, donc c'est l'État, hein. Le CEA ça fait partie des grands instituts de recherche de l'État. Ils étaient présents à Vivatech. Vivatech, la grande messe des startups et de la technologie qui avait lieu du 17 au 20 juin dernier, porte de Versailles. Et Vivatech, en petite parenthèse, fêtait ses 10 ans cette année. Hein. C'est clair que ça commence à être un événement assez connu, assez phare et assez prisé en France. Et donc, il y avait notamment donc CEA. Alors, ceux qui connaissent, il y a différentes branches dans le CEA. Il y a le CEA Laiti, le CEA IRIG, ainsi de suite. Il y en a un peu partout en France. Il y en a ici les Moulineaux. Il y en a à Grenoble. Là, c'est très connu à Grenoble. Il y en a, je crois, à Toulouse. Enfin bref, c'est un petit peu disséminé en France. Ils sont partout. Et moi, je vais vous parler de la DRF, la Direction de la Recherche Fondamentale. Donc, il faut savoir que le CEA a dans ses rangs un certain nombre de chercheurs, de docteurs qui travaillent sur de la physique relativement fondamentale et cherchent des débouchés ou accompagnent des entreprises pour chercher des débouchés, pour générer des startups, générer du produit, générer des nouvelles technologies. Donc là, ils étaient à Vivatech pour plusieurs choses. Et il y avait des choses qui m'ont un petit peu intéressé, intéressé. Reducto, alors R-E-D-U-Q-T-O, ils ont présenté à Vivatech, qui est une plateforme de conception de médicaments. Alors, à mon avis, ce n'est que du soft, c'est-à-dire c'est une sorte de grosse plateforme ou de logiciel sur lequel ils travaillent depuis 15 ans, qui est censé modéliser les systèmes biologiques de manière très globale pour analyser les interactions entre les molécules d'un médicament et le corps. Donc voilà, c'est une recherche très poussée, très fondamentale qui aidera l'industrie pharmaceutique à mettre au point des nouveaux traitements ou des nouvelles façons de traiter des pathologies. En marge de ça, ils ont présenté un certain nombre de startups que je vais énumérer qui présentaient des technologies issues du CEA. Alors, on a notamment Amylen, A-M-Y-L-E-N, qui a créé des capteurs d'humidité autonomes qu'on vient loger dans les matériaux des bâtiments pour détecter tout ce qui est présence d'humidité, fuite, infiltration, et on peut directement détecter dans le matériau la présence d'eau et la communiquer.
La fameuse Ensuite, humidité ascensionnelle, par exemple, qui remonte de la terre dans les murs et souvent on s'en aperçoit trop tard, malheureusement. Et donc ça peut être pratique, effectivement. Oui, oui. Quoi d'autre ? Ensuite, il y a Atomixer. Donc ça, c'est un outil de réalité augmentée pour simuler les centrales nucléaires et sécuriser les interventions dans les lieux des centrales nucléaires qu'on ne peut pas accéder comme ça facilement. Donc on met les gens dans des environnements virtuels qu'on a modélisés auparavant et ils disent je vais dévisser tel boulon avec telle clé, ensuite je vais faire ci, ensuite je vais faire ça. Et donc ça leur permet d'être beaucoup plus efficients et d'être beaucoup moins exposés aux risques qu'il peut y avoir dans ce genre d'endroit. C'est quoi ? C'est des jumeaux. C'est des jumeaux. C'est ce qu'on appelle aussi des jumeaux numériques, par exemple. Alors, ça peut être c'est un jumeau numérique de la centrale nucléaire. Je connaissais une entreprise ici qui faisait un peu ce genre de choses, où on modélise complètement l'usine et puis on met l'opérateur dans un casque VR, face à des écrans, et il a face à lui sa caisse à outils, ses machins, il dit je prends tel outil, je fais ci, je fais ça. Et puis ça permet surtout aussi quand on est sur des installations où il y a du risque, de la pression, des risques nucléaires, des choses comme ça, de créer une routine chez le salarié qui fait qu'il n'est pas en danger, ou en tout cas de simuler des comportements. Trouver le chemin le plus court vers les sanitaires, par exemple, vers la cantine, pour pas perdre de temps dans les couloirs. On modélise plutôt d'autres choses, mais bon. Okay. Alors, il y a une boîte Nelo, NE2LOW, qui présente une nouvelle génération de puces électroniques. Alors ça, c'est le serpent de mer à faible consommation, qui fait de l'IA et qui fait des calculs de très haute performance. Je ne m'étends pas là-dessus, ils ne sont pas les seuls. Ce que j'aime, c'est en s'appuyant sur des matériaux innovants, c'est un peu énigmatique. On a fait des puces sur, je ne sais pas moi, du cuir, par exemple, ou du plastique. Je m'arrêterai juste sur TerraSonic, donc, où là, on vient par des ultrasons hyper focalisés. Alors, je ne travaille pas dans ce domaine-là, donc je n'irai pas très loin, mais on est capable d'ouvrir temporairement la barrière hémato-encéphalique, donc au niveau du cerveau, sans raser les cheveux et tout, pour injecter sur une tumeur ou des choses assez graves qu'on peut avoir dans le cerveau, injecter directement et administrer directement des médicaments. Donc, je suis encore très content de voir que n'y a pas que des jeunes dans des garages qui montent des startups, il y a aussi de la recherche fondamentale et vraiment de la technologie, je vais mettre entre gros guillemets, pure, qui amène des innovations qui nous servent, qui nous serviront et qui sont utiles à l'homme, pour soigner, traiter des bâtiments, des choses comme ça. Donc voilà, c'est du haut niveau, c'est des propositions vraiment. Et puis je sais très bien que malheureusement toutes ces entités publiques de recherche ont souffert et souffrent toujours de budgets toujours de plus en plus serrés. Et pour autant, si on arrive à sortir des choses de ces chercheurs, et les startups, et les technos, et les produits, et les trucs qu'on peut utiliser, moi, j'applaudis de demain. Donc, c'est important de le souligner, je pense. Tout à fait. Et c'était bien de le préciser et de l'amener. C'est pas le seul sujet lié à Vivatech, je pense, dans cet épisode. On en reparlera, parce qu'effectivement, c'est devenu vraiment un pôle de rencontre avec l'innovation de premier ordre en Europe. La lettre F comme fable. Fable. J'essaie de remixer le générique. Non, ça c'est pas vraiment utile. C'est pas. Bon, non, franchement, d'accord. Okay. Non, c'est pas utile. Donc il paraît qu'on nous raconte des fables. Oui. Disait La Fontaine. Par rapport à fable. Oui. Voilà, alors chers auditeurs, chers collègues, cher Marc, cher Aurélien, vous êtes assis, vous avez le droit de vous marrer parce que hier à 20h15, j'étais derrière mon ordinateur, j'étais très fier d'être à l'heure
pour l'enregistrement de ces technos. Et c'est là que j'ai regardé mon agenda et que j'ai vu que c'est le jeudi 2 juillet et pas le 1er juillet. Je suis pas né un 4 juillet, je suis tellement en avance que j'étais un jour en avance. J'étais très fier de pouvoir vous dire à l'heure de cet enregistrement. Et vous savez quoi les gars ? Ça y est, Anthropic a libéré Fable 5, c'est son petit nom. Vous savez, ce modèle, ce moteur, cet environnement, parce que c'est difficile, de plus en plus difficile à les catégoriser, ces machins. Ouais. Le bousin nous avait été interdit par le monsieur aux cheveux orange. Il a dit non, l'Europe va pas faire mumuse avec ça, parce que derrière Fable 5, il y avait surtout Mythos qu'on a prêté, qu'on a fait voir à certains États, à certains pays comme étant un sacré bel outil, un sacré engin pour, par exemple, mettre à contribution des ressources de pentesting, de hacking et de contrôle qualité sur des logiciels, des sites internet et j'en passe et des meilleurs. Donc les États-Unis n'ont ni plus ni moins obligé, ou alors j'ai envie de dire Anthropic a très vite baissé sa culotte pour dire non, alors on t'écoute, cher Donald, on va arrêter, on va couper effectivement les vannes du côté des pays non US, donc en gros un peu le reste de la planète. C'était principalement l'Europe. Et là, pour le coup, moi, j'aime bien me marrer chaque fois qu'il y a des restrictions sur l'Europe, par exemple avec ce qui se passe du côté de chez Apple. Mais ça, c'est une autre histoire. Parce qu'en Suisse, nous, on n'est pas sujet à ça. Apple respecte la géographie en se rappelant que la Suisse ne fait pas partie de l'Europe. Donc, du coup, nous, on peut accéder à ces fonctionnalités. Mais là, on était tous à la même enseigne. Donc, c'était le fameux kill switch dont on a parlé. Voilà, on a tout fermé. Et ça faisait même pas 2 jours que je faisais mumuse avec Fable 5 que voilà, j'étais coupé dans mon élan. Donc voilà, ça y est, c'est remis depuis hier, à la date où on enregistre, depuis le 1er juillet. Je vous ai partagé l'annonce officielle d'Anthropic et qui se fend effectivement de plusieurs explicatifs, et puis un article du Temps qui a été un des premiers médias ici en Suisse à mettre cette nouvelle en exergue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que en gros, les États-Unis... Je vous la fais très courte parce qu'effectivement, c'est l'été, vous avez envie de retourner à la plage ou bien vous plonger dans cette piscine qui vous tend les bras. Ah, Dieu sait que j'aimerais être avec vous. Mais bon, en gros, ils ont examiné le bousin, ils ont vu que, bon, ok, on pouvait peut-être mettre des limites, on pouvait contrôler des choses. Alors, rêvez pas, Mythos, c'est toujours pas disponible pour le tout à chacun. Le Kidam, je pense, ne verra jamais la couleur. Et puis, pourquoi maintenant ? Pourquoi tout d'un coup ça passe ? Parce qu'en gros, on aurait mis des garde-fous, on a un petit peu examiné dans le coffre ce qu'il y a, et puis en fait, on part dans l'idée que c'est pas trop grave de le remettre à disposition, même s'il a subi une espèce de modification, cure de jeunesse, j'allais dire. Non, il a, ils défendent en fait leur approche de la cybersécurité. Parce que, Anthropic, faut se rappeler, c'est quand même l'ennemi juré du monsieur aux cheveux orange, parce que Anthropic avait été les seuls à dire non, nous, on n'a pas envie de te donner ce qu'il y a dans le capot, mais ils ont quand même baissé la culotte par rapport à l'État américain. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire maintenant ? Vous avez quelques jours pour l'essayer. Une des choses que je peux vous parler en live, parce que je passe de nombreuses nuits derrière ces modèles de langage et autres intelligence artificielle, c'est que il consomme effectivement beaucoup moins de tokens que ce qu'il est censé faire. Alors, est-ce qu'ils ont baissé le spectre pour pouvoir vous éviter d'exploser votre forfait ? Il faut savoir que c'est que pour les comptes pro, que les comptes payants qui ont droit à activer Fable. Vous aurez droit à faire mumuse pendant quelques temps, et puis après on ferme les vannes, parce que probablement ça sera rattaché à une offre commerciale sonnante et trébuchante. L'autre chose, la belle surprise, c'est que la fenêtre de contexte, elle est gigantesque. Alors, je pourrais faire mon étonné en vous disant « Waouh, c'est excellent !» Alors, je vous parle, j'ai lancé un process hier sur Fable 5 qui s'occupe de mieux driver une autre intelligence artificielle, en l'occurrence Hermès, pour ceux qui connaissent. Je suis même pas à 16%, là où généralement avec Anthropic, on est habitué à, dès qu'on ouvre en fait un prompt, on explose déjà les 15, 20, 25% avant même qu'on ait commencé quoi que ce soit.
Donc, est-ce que c'est galvaudé? Est-ce que c'est temporaire? Je me dirais oui. Ça mériterait de faire plus de tests. À l'heure où je vous parle, je n'ai fait aucun test de hacking, de pen testing ou quoi que ce soit. Mais je vais m'essayer quand même avant la fin de cette période de test de le mettre à contribution pour voir si je me fais ban ou bien pas. Et puis, je serais très curieux de voir après l'offre commerciale qui va avec. Mais il faut savoir que c'est quand même vachement bluffant, même s'il y a un mais. Allez faire un tour du côté de nos amis chinois, JLM 5.2 ou 2.5, 5.2. Les Chinois ne sont pas en reste, ils commencent à être très, très, réactifs avec des modèles tout aussi puissants. Ils se sont bien inspirés de nous tous. Je ne vous dis pas que c'est mieux, je vous dis que ça vaut la peine d'aller voir justement ce que fait la concurrence, ce que va faire la concurrence, parce qu'avec... ce Fable 5 et surtout Mythos qui se cache derrière, ce n'est que le début puisque ces modèles vont être mis à rude épreuve avec justement d'autres acteurs. Dernière petite précision, une petite anecdote, il y a déjà des gens qui sont bien plus doués que moi qui l'ont mis à l'épreuve dans tout ce qui est justement pen testing. On raconte qu'on aurait réussi en quelques jours, avant justement que Anthropic ferme les vannes, il y aurait des chercheurs qui auraient déjà réussi à, pas pomper, mais s'inspirer de l'âme même de Fable 5 pour transposer son mode de fonctionnement avec d'autres modèles. Affaire à suivre, parce que c'est pas prêt d'être fini. Cet épisode est franchement intéressant. Je ne sais pas si ça va avoir quelque chose, s'il y a un rapport ou pas. C'est une news que j'ai vue aujourd'hui même, jour d'enregistrement, nous sommes jeudi, tu l'as dit, de juillet, et ce sera dans la revue de presse qu'on vous proposera dans notre infolettre en même temps que la sortie de cet épisode, dans quelques jours. Donc, par rapport à notre instant, si je puis dire, c'est que ils ont trouvé 300 et des failles critiques dans Chrome. Oui. La semaine dernière. Est-ce que quelque part quelqu'un aurait un petit peu tripoté voilà. Fable et voilà, tu vois, suivez mon regard. J'ai un peu l'impression, parce qu'un petit peu à la manière de ce qui s'était passé avec Firefox, ça me paraît quand même un concours de circonstances un petit peu particulier. Coïncidence, bon, je n'y crois pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Ce dont je suis sûr, c'est que notre abécédaire est loin d'être terminé. Tiens, la lettre P. Lettre P, alors là, oui, ça, c'est un sujet, Aurélien, forcément. Poussette. P comme poussette. Oui. Ah bon? Poussette, landau, on dit aussi. Une société australienne a conçu une valise qui est aussi une poussette. Il ne faut pas confondre. Il faut faire attention quand même. L'enfant ne peut pas aller en soute parce que l'idée, c'est quand même d'avoir un moyen de voyager en avion assez pratique, quoi, si je puis dire. C'est ça un peu l'idée. Bon, non, mais c'est une petite news, mais c'est joliment designé, et du coup, je voulais me partager. Donc, l'entreprise Ternx, Ternx, qui a créé, une entreprise australienne, qui a créé donc une poussette, vous voyez, une petite poussette pour enfants, qui se transforme en valise cabine. Parce que vous connaissez tous la poussette canne là, la poussette qui se replie et qui fait une espèce de canne que beaucoup de parents ont eu ou ont et qui permettent d'être hyper ça fait une canne. Et donc eux ils se sont dit non, nous on va faire une poussette qui peut transformer en valise et qui permet de faire du rangement, qui se met en cabine en avion. Sur lequel on peut mettre un enfant jusqu'à 22 kilos et qui a un harnais 5 points. Alors, une petite vidéo là qui vous montre comment elle se déplie, c'est hyper malin. Je ne sais pas si vous regarderez sur les notes du podcast, on vous a mis un petit article et on voit bien comment ça se déplie, mais grosso modo, la valise qui a deux parties avec une charnière au milieu, vous l'ouvrez à 90 degrés et vous avez les roulettes sur chacune des parties et se déplie
le siège, l'assise, enfin le dossier, l'assise, et on peut remettre une petite capote pour la pluie et le soleil. Alors, c'est vraiment un truc pour gens qui prennent l'avion, hein, clairement, parce que c'est fait pour les sols hyper lisses, hyper machin, vous n'irez pas faire la randonnée avec ça. Mais en tous les cas, d'un point de vue conception, ingénierie, design, machin, ils ont eu tous les prix, et je trouvais ça très malin. Et voilà, ça méritait Tu parles d'ingénierie, j'ai peur de dire une bêtise, et si j'en dis une, on contrôlera et je serai fouetté lors du prochain épisode, dans 2 semaines. Il me semble qu'une des poussettes dont tu parles, peut-être pas celle sous forme de canne, mais quand même une pliante, avait été imaginée par un ingénieur aéronautique britannique qui avait fait de son ancienne spécialité une nouvelle spécialité, donc la création de cette poussette. Et son ancienne spécialité, c'était le train d'atterrissage des avions. Et donc, il avait repris le concept du pliage du train d'atterrissage dans l'aile pour en faire une poussette. Voilà. Donc, vous irez... Est-ce que j'ai dit une bêtise ou non ? Vous irez vérifier, c'est le concours de la semaine, il n'y a rien à gagner, si ce n'est une paire de baffes pour votre serviteur. Juste pour info, c'est en précommande pour la modique somme de 600 €, si ça intéresse quelqu'un. Ça fait très cher pour une poussette quand même. Tout ça pour dire que je vais compléter quand même ce que je disais. L'aéronautique et la valise et la poussette sont intrinsèquement liés manifestement. Il y a un lien. Voilà, c'est ça. Il faut faire attention parce que les bagages cabines, comme certains opérateurs ont tendance à changer les tailles tous les ans, c'est peut-être un investissement pas super bien placé. Mais ça, c'est évidemment un autre débat. Et si vous le voulez bien, parce que c'était vraiment une petite news sympatoche comme tout, Aurélien, merci beaucoup pour ça. Je propose de passer à la suite de notre revue de presse. Avec un doublon, la lettre P comme prothèse cette fois, ce qui n'a rien à voir, évidemment. Thierry, c'est une IA qui rend la vue aux malvoyants, aux aveugles. Et ça, c'est difficile d'en rire parce que forcément, il y a une attente par rapport à ce type de solution, sans doute. Exactement. Et le pari que fait effectivement l'EPFL et ses partenaires, je vous rappelle, l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, voilà un peu de suicitude dans cet épisode. Je suis chauvin, voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est plus fort que moi. J'ai bien aimé l'approche de cette société qui maintenant annonce clairement qu'ils sont pas loin de pouvoir concrétiser quelque chose. C'est Neuro AI Labs qui, en fait, a allié intelligence artificielle et capteur. Alors, j'ai collé à l'agenda, à l'abécédaire, donc P comme prothèse. Il se trouve que le terme est tout à fait adéquat dans le cas de cet exemple, puisque pour recréer une image, vous savez qu'on peut soit travailler sur l'œil, soit sur la cornée, soit sur le nerf optique et après le cerveau. Eux, ils sont allés effectivement jusqu'au cerveau puisque on est capable, ou on a été capable dans d'autres exemples de transmettre des signaux sur la cornée, sur la rétine et puis après le nerf optique. Et pour des personnes qui ne pourraient pas ou qui ne peuvent plus utiliser ou qui ont simplement leur nerf optique défaillant, eh bien, ils se sont essayés à aller directement interconnecter la zone du cerveau bas. Le terme n'est pas juste, c'est le cerveau primaire ou la partie du cerveau. Ça va me revenir. En fait, on est capable maintenant d'interfacer. Moi, je trouve ça génial, vu que moi, j'ai une formation d'électronicien, de se dire qu'il y a des endroits où on peut connecter des choses. Alors, il ne faut pas s'attendre à un connecteur classique. Voilà, on va pas mettre une caméra. Voilà, USB-C. On va pas mettre une caméra et ça régit le truc. Le modèle qu'ils ont utilisé, c'est qu'ils ont identifié des formes d'objets par l'intensité de la lumière, toujours avec une prothèse, avec un capteur qui va interpréter le signal
qui va le transcoder et par exemple sur des objets simples dire ça c'est une maison, ça c'est une voiture. Il faut savoir que c'est des impulsions très courtes, on en est au début, mais là où c'est intéressant, c'est qu'on a allié l'intelligence artificielle pour justement interpréter ce signal non plus en façon électronique comme on le ferait avec un vieux capteur analogique d'une caméra vidéo. Vous savez, on mesure l'intensité, les couleurs, on en fait un signal électronique. Là, c'est l'IA qui va s'intercaler pour dire, là, je reconnais des objets. Pour le moment, ils ont fait effectivement des tests sur des animaux, sur des singes, avec quelques objets. Et l'intelligence artificielle va se débrouiller de convertir ça en un signal que le cerveau sera capable d'interpréter pour pouvoir donner effectivement une idée de ce qu'on est en train de regarder. Ça paraît très bricolé pour l'instant et très limité pour l'instant parce qu'effectivement, il ne faut pas imaginer porter cette prothèse là maintenant et voir tout ce qui se passe dans notre environnement, mais c'est à mon avis une histoire de quelques mois ou années avant qu'on soit capable, comme on l'a vu dans plein de films de science-fiction, on remplace un organe et il va s'interfacer avec le reste du corps. C'est juste bluffant. Si je comprends bien, ça ne remplace pas le nerf optique, enfin, ça ne remplace pas la vue, mais ça va donner une interprétation de ce que l'on verrait si on le voyait. C'est-à-dire que ça va imprimer en quelque sorte l'idée de la voiture, si on prend l'exemple de la voiture, dans le cerveau à un moment donné, sans nécessairement qu'il y ait qu'on voit une voiture. Voilà, on va susciter la notion de l'image. D'ailleurs, les tests faits sur les animaux, là, en l'occurrence avec les collègues hollandais, ça a été fait sur des singes voyants. Donc, ils étaient capables de pouvoir dire, ah bah tiens, moi je vois très bien, prenons la banane, mais là, tiens, tu viens me donner un signal qui correspond effectivement à la banane. À terme, le projet, c'est de pouvoir se défaire. On leur lève les yeux et on voit si ça continue à fonctionner. Exactement. Plus simple, c'est de leur mettre des lunettes de soleil. Ne me demande pas comment ça marche, comment ils ont fait pour ces pauvres animaux. Mais voilà, en gros, on se défait de la contrainte de se dire, il y a peut-être le nerf optique qui fonctionne, on a peut-être la cornée ou la rétine qui fonctionne. Il faut savoir que la cornée, c'est des millions de petits bâtonnets qui réceptionnent la couleur et l'intensité de la lumière. Eh bien, on pourrait se défaire de ça et peut-être avoir des yeux 8K, 16K, 10 000K, puisque après, derrière, on serait capable d'avoir la puissance de calcul et l'intelligence pour interpréter ça. On va susciter, c'est vraiment très très succinct, hein, le signal est très très court, parce que pour le moment c'est comme ça que ça fonctionne, mais voilà, c'est très très prometteur. Et ça semble être assez prometteur justement sur des gens qui ont eu la vue et qui l'ont perdue suite par exemple à la perte de vision liée à l'âge, ce qu'on appelle la DMLA par exemple, et que donc forcément les raccourcis sont déjà là quelque part dans le cerveau de la personne. Voilà, ces notions d'une voiture, quelqu'un qui ne sait absolument pas ce que c'est une voiture, voilà, ça va être compliqué de lui projeter l'idée ou l'émotion d'une voiture dans le cerveau. Donc j'imagine qu'il y a aussi cet aspect-là des choses qui oui, c'est comme la notion de couleur. C'est vrai que quand tu parles avec une personne qui est aveugle de naissance, c'est une donnée qui est quand même très, très subjective, impalpable, d'avoir la notion des couleurs. Donc, ça sera intéressant de voir, comme vous avez peut-être vu ces vidéos, c'est toujours assez poignant, ces personnes qui, pour la première fois, entendent pour la première fois, parce qu'on est capable d'interfacer une aide auditive, et c'est juste bluffant de voir à quel point c'est émotif, parce que c'est tout d'un coup un nouveau canal qui s'ouvre, qu'on n'a peut-être jamais connu, comme tu dis, pour ceux qui sont infirmes de naissance, et que tout d'un coup, ils découvrent une nouvelle sensation, une nouvelle façon de communiquer avec le reste du monde autour d'eux. On vous renvoie à nos notes de podcast puisque c'est là que vous retrouvez tous les liens vers les news dont on parle dans cet épisode. Ce sont les sources qu'on vous partage et en l'occurrence pour ce sujet, une source qui est directement liée à l'école polytechnique
de Lausanne. Fédéral de Lausanne. Voilà, EPFL pour les intimes. EPFL pour les intimes, ou encore le site suisse 20minutes.ch et tous les autres aussi, comme par exemple pour le sujet suivant. Sujet qui commence par la lettre R comme Refurbot. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore c'est un refurb, donc voilà, bot. Mais un bot. Mais un bot quand même, vachement bat. Est-ce qu'on fait du neuf avec du vieux maintenant, paraît-il, Aurélien? Ben oui, c'est assez intéressant. C'est une news qui a été divulguée notamment à Vivatech, mais aussi à Eurosatori. Eurosatori, c'est un grand salon sur le militaire et l'armement. Oui. Alors, bon, je suis désolé, les mauvaises langues disent c'est le salon de la guerre, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que c'est aussi de la défense, c'est plein de choses. Mais c'est un peu, c'est un peu contesté, mais bon, voilà. En tous les cas, sujet très intéressant, parce qu'on parle des nouvelles façons de faire la guerre. Alors, j'aime pas trop parler de ces sujets-là, mais bon, il faut parfois les évoquer. Les attaques par drone, notamment, les filets au-dessus des villes, tout ça. Et là, justement, c'est le contre-pied. Alors, pourquoi ? Parce que y a une société qui s'appelle S2M Équipement. Il y a deux sociétés, S2M Équipement et KNDS France, qui se sont mis à bosser avec une société spécialisée sur l'obsolescence, Opsam, et qui se sont dit, les chars... Donc les chars, vous voyez, c'est des gros trucs de ferraille blindés. On en a plein, ils sont en fin de vie. Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire des drones, au sens les équiper d'une bardée de capteurs et soit les téléopérer, soit les rendre autonomes. Et donc, ils se sont lancés dans la modification des AMX-30. Alors ça parlera certainement à beaucoup de militaires. Ils ont parlé justement avec des militaires du 1er régiment des hussards parachutistes qui avaient besoin, eux, de forces lourdes sur le terrain. Forces lourdes, c'est-à-dire des engins de combat, pas des drones, quoi, des trucs avec quelques tonnes et puis qui pouvaient lancer des trucs un peu lourds, quoi. Oui. Et donc, ces AMX-30, ils ont été créés, j'ai regardé le Wikipédia de ce truc-là, ils ont été créés, ils sont sortis en 1966, donc c'est un petit moment déjà. Ils ont mon âge. Ils ont été déployés... Tu fais pas ton âge. Je parlais à l'AMX. Et donc le châssis était très éprouvé, il fonctionne bien, il franchit bien, il marche bien. Et donc ils se sont dit, on va mettre des capteurs infrarouges, Davision, et on va soit le rendre autonome, soit le téléopérer. Et puis il y a eu plein de versions de ce char. Pour faire du désamorçage de mines, du transport de charges, pour faire de l'appui-feu, c'est-à-dire qu'on en met partout, puis ça peut tirer des... Voilà. Ça a été produit à 3571 exemplaires quand même. C'est pas... Voilà, ça fait quelques tonnes, je sais plus, c'est un paquet de tonnes. Donc, ils allaient partir à la fond, ils étaient plus... ils sont déclassés, hein, les MX-30, ils roulent plus, ils ont été remplacés par le Leclerc, je pense, il y a déjà quelques années. Et donc, voilà, c'était parti pour la casse. Et c'est vrai que finalement, récupérer la base, parce que la tourelle est remplacée, hein, c'est vraiment pas bête du tout. Non, c'est loin d'être bête. Parce que du coup, le bilan carbone de ces trucs-là, il est génial. Et puis, voilà, ça sauve des vies, faut être clair. Ça sauve certaines vies et ça en anéantit peut-être d'autres, mais... ça peut, oui. Et donc voilà. Donc, ils ont enlevé la tourelle, désossé tout l'intérieur et ils en font des drones au sens... des engins de guerre téléopérés ou autonomes qui peuvent agir et être en appui sur un terrain de combat. Et moi, je trouve que l'idée est loin d'être bête. En plus, voilà, franchement, c'est pas... ça mettra en œuvre d'autres technos. Pour moi, c'est une très belle idée.
Et je pense que c'est une idée qui peut être exportée en plus parce que toutes les armées du monde ont du stock de matériel déclassé dont on ne sait rien faire. La Belgique a des léopards par exemple. Alors je ne sais pas si on pourrait faire la même chose avec ce type de char-là parce que c'est encore plus vieux je pense. Mais quoi qu'il, c'est du matériel qui existe et avoir cette façon de réfléchir en disant on se fout un peu de ce que sont capables aujourd'hui de faire ces choses, c'est comment les faire, les rendre utiles finalement. Bon, en dehors d'un contexte de combat pour un char, évidemment, c'est un petit peu compliqué, mais pourquoi pas demain imaginer du matériel agricole sur base d'un ancien véhicule militaire. Je pense que ce serait un peu contre-productif vu la masse qu'il faut déplacer. Je sais plus combien ça pèse un AMX-30, c'est pas loin des 60 tonnes, je crois, ou 50 tonnes, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, c'était dans les 30 tonnes. Et il y a eu plein de... ça avance à 60 km/h quand même, hein. C'est pas, c'est pas neutre. Hein. C'est un gros moteur, hispano-suisse, si je dis pas de bêtises, le moteur. Oui, exactement. Exactement. Oui, voilà, ça doit consommer. Oui, c'est ça. On fait des trucs qui consomment. On attend la version électrique. Bon, en tous les cas, voilà, intéressant. Intéressant, bonne idée. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de parler de sujets liés à l'armement, etc. Il y aurait pourtant plein de choses à dire parce qu'effectivement, quand on voit ce qui se passe sur le théâtre ukrainien, par exemple, et les moyens technologiques qu'ils sont en train de mettre en œuvre, enfin, il y a de l'intelligence là derrière, il y a de la technologie, il y a de l'intelligence artificielle, il y a plein de choses dont on pourrait parler. On est toujours un petit peu réticent d'aborder ces sujets-là parce que c'est dans un contexte, tu l'as dit, de guerre et donc forcément lié aussi à la mort, etc. Et ça, on n'aime pas trop. On veut garder ça un petit peu en dehors enfin, laisser ça pour les journaux télévisés et autres. Et voilà quoi. Mais oui. Moi, j'ai des amis très proches qui travaillent, je peux le dire, chez Thales notamment. Et je sais, ils me le disent pas, mais je sais qu'ils abordent des sujets technologiques très poussés et très très intéressants. Sur de la transmission de données d'un point A à un point B, des choses comme ça. Ouais. Je rêverais qu'on fasse un hors-série avec eux sur les technos, mais malheureusement, pour des problèmes de confidentialité, on ne peut pas. Sauf que c'est assez évident. Mais oui, c'est évident. Mais c'est dommage parce qu'il y a plein de choses à dire et plein de solutions très intéressantes techniquement et technologiquement à expliquer. Des fois, issues de ces recherches-là pour le militaire, émergent des idées pour le civil. Des trucs civils, ouais. Et c'est comme donc, la Formule 1 pour l'automobile. Enfin... mais en mieux, on va dire. Mais ce qui nous donne envie de vous dire, faire à suivre, d'ici à ce que on envoie un ancien AMX-30 faire les courses, il y a quand même un pas, quoi. Hein, il faut reconnaître. La lettre S, et on a déjà un petit peu parlé du sujet, Thierry, S comme souverain, c'est encore la Suisse. Et cette fois-ci, c'est du côté de chez Infomaniac que ça se passe, Thierry. Exactement, je vous faisais du teasing un peu plus tôt dans l'épisode. C'est une news qui est sortie il y a déjà quelques semaines, mais je me devais, en tant que bon helvète que je suis, de vous la relayer à nouveau parce que, imaginez, mais vraiment, soyons fous, prenons l'hypothèse d'un OVH. Ça vous dit quelque chose, c'est un gros acteur de l'hébergement. Gros hébergeur. Oui, un gros hébergeur. J'aurais pu vous sortir d'autres noms. Non, je vous parle d'Infomaniac, mais imaginez OVH, le jour où OVH deviendrait très intéressant à être racheté. Eh bien, il n'y a qu'un pas pour que l'affaire se fasse, c'est-à-dire que un acteur comme celui-là se fasse draguer par un très gourmand acheteur. Eh bien, Boris Siegenthaler, qui est le fondateur d'Infomaniac, il faut savoir qu'il a commencé en vendant des solutions informatiques, des PC sur mesure, et il s'est mis, après, en sortant de l'Uni, à proposer de l'hébergement. Voilà, Boris, que je salue, parce qu'effectivement, un parcours sérieusement très très intéressant. Boris a eu une idée assez folle, il a réussi à convaincre
une trentaine de ses collaborateurs des débuts, qui sont surtout une trentaine d'actionnaires d'Infomaniac, une société, une SA, basée à Genève, qui a grossi, qui avoisine les dizaines et les dizaines de millions de francs suisses de chiffre d'affaires. Et il leur a demandé un truc très simple, mais très gonflé. Les gars, vous pouvez rester actionnaire, mais je vous demande un truc, c'est que votre droit de vote, votre possibilité en tant qu'actionnaire sera fortement réduite de pouvoir intervenir sur les choix stratégiques futurs de la société, parce que je vais ni plus ni moins proposer la majorité de l'actionnariat à une fondation. Et oui, il a pris le pari et surtout il a fait un geste, j'ai envie de dire, patriotique. Sur nos mots, quand le soleil annonce un brillant réveil. Non, alors, voilà, c'est les début de l'hymne national suisse. Plus sérieusement... Ah, moi, je pensais que c'était l'hymne du club de foot national, moi. Toi, t'es dehors. Les nains rouges, c'est ça, allez. Ah, d'accord, ça va, parce qu'autrement, j'aurais appelé les diables rouges, les nains rouges. Il a pris le parti de convaincre non seulement une grosse partie de son actionnariat, qui sont, comme je vous le disais, les premiers collaborateurs de sa société, mais surtout, il a confié les rênes à une fondation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est impossible, dès maintenant, depuis maintenant quelques semaines, de racheter ou d'acheter ou de faire une OPA, comme tu le disais, Marc, sur Infomaniac. Cette boîte, virtuellement, ne lui appartient plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va continuer à défendre la souveraineté numérique, on va défendre l'éthique, on va défendre le développement in-house, l'open source. Il y a plein d'enjeux qui se cachent là derrière. Et c'est complètement fou parce que moi-même, j'en reviens pas. J'ai pas eu l'occasion de reparler avec Boris, mais c'est franchement gonflé. C'est un signal fort. Il est tombé avant... Oui, vas-y. Je t'interromps 2 secondes parce qu'il y a des enjeux de croissance également pour une entreprise. Une entreprise doit croître. Est-ce qu'elle aura tous les leviers nécessaires en tant que fondation pour pouvoir faire des investissements, pour pouvoir justement faire de l'innovation et croître comme elle devrait le faire normalement, ou est-ce que ça va plafonner, ça va devenir une institution parmi d'autres au sein de la fédération ? Alors non, justement, c'est assez bien fait parce que non seulement il a, comme je le disais, gardé l'actionnariat qui existait, mais la fondation va défendre avant tout cette autonomie pour éviter justement le rachat, le débordement, le partir en sucette, comme je pourrais le dire. Mais clairement, derrière, les objectifs restent les mêmes. Je suis très content de voir que, par exemple, Infomaniac a revu sa copie sur pas mal de produits, refait un tour, et Dieu sait que je ne touche rien, même si je suis revendeur Infomaniac, ça veut dire que voilà, je pourrais gagner des sous. mais non, il faut passer par mon compte, donc autant dire que c'est pas si évident que ça. Non, mais allez faire un tour sur K-Suite. K-Suite, comme ça se prononce. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est une très belle alternative. Il y en a de plus en plus. On pourrait dire K-Suite. C'est une des nombreuses alternatives qui existent en réponse à des workspaces de chez Google, et j'en passe, et des meilleurs. Vous avez Swiss Transfer qui a été... Il faut que je pondère un tout petit peu. Oui. C'est plein de... Mais oui, mais il faut un peu... c'est plein de bonnes idées, etc. Mais il y a encore du chemin pour aller sur le terrain des Microsoft, des Google, etc. Qui ont une longueur d'avance. Et quand je dis une longueur, c'est quand même une fameuse longueur. Alors, entièrement d'accord avec toi. Le truc est que, je vous l'ai dit et je vais vous le répéter, j'adore le répéter partout, la Suisse fait partie du top 5 des meilleurs clients de Microsoft. On dépense des centaines de millions de francs suisses pour le coup, donc ça fait pas mal de dollars quand on fait la conversion. Je fais pas mon intéressant, mais le franc fort, c'est une réalité. Et on a nos politiques qui décident encore et toujours, ou peut-être des IT managers de certaines grosses boîtes. Ouais, non, mais prends du Microsoft, t'es sûr, ça marche, etc.
mais c'est quand même la foire à la sucette avec tout ce qui est justement la protection des données ou quoi que ce soit. Oui, On a vu des exemples en Europe où Microsoft, oui, non mais les gars, on vient avec du data center in-house, ou à Amazon aussi qui propose ce genre de choses. Mais voilà, moi je trouve très fort de prendre ce pari pour un peu sensibiliser encore plus avec ce qui s'est passé. Je vous le rappelle, avec Anthropic qui ferme les vannes, eh bien on n'est pas à l'abri de voir ça avec un monsieur aux cheveux orange. Et je ne veux pas tout stigmatiser sur lui, mais c'est pour donner un petit je n'ai exemple. pas aussi loin dans ma réflexion. Voilà, mais on peut imaginer que du jour au lendemain, les vannes se ferment et bloquer une économie ou un pays. J'étais plus sur les fonctionnalités de base. Hein. Alors on est d'accord. Pas aussi loin sur les fonctionnalités, parce que là tu vas loin, mais et je suis d'accord. Mais sur les fonctionnalités de base, c'est quand même un peu rugueux encore. Ça manque de. Il y a un gros travail au niveau interface utilisateur. Ça, je pense qu'Infomaniac le sait. J'arrête pas de le répéter. C'est moins user-friendly. Il faut le. S'il commence à se défendre en disant mais non, c'est fantastique, etc. Là, je serais inquiet. Non. Mais ils sont super ouverts. Si vous faites l'exercice comme je l'ai fait moi au début avec les premières versions de Infomaniac Mail, qui est un client mail gratuit, forcément rattaché à leur espace d'hébergement, mais qui facilite grandement les choses parce que ça fait aussi outil de contrôle comme on l'a chez Gmail par exemple, d'authentification. Eh bien, ils sont très réactifs. Moi, il m'est arrivé 2 ou 3 fois de signaler des bugs ou des petits soucis d'affichage et derrière, c'est écouté, c'est suivi. Ils ont travaillé sur une refonte de certains outils. Ils sont maintenant sur le marché du streaming. Ils sont sur le marché de l'événement avec du ticketing. Et je dois dire que j'avais fait les frais des premières versions. J'avais détesté. Et là, ils ont revu leur copie, ça marche mieux. Et je partage une petite info off the record. Personne n'écoute, j'espère. Eh bien, à la fin de l'année, il y a une solution Infomaniac pour l'hébergement de podcasts, quelque chose d'ouvert, d'open source, probablement, j'espère, bien foutu. En tout cas, moi, je vais les talonner, parce que si c'est pas beau, si ça marche pas bien, ou si ça respecte pas l'esprit que nous, podcasteurs, défendons depuis que ça existe, je saurais remonter au créneau. C'est là où ça devient intéressant, c'est de voir que ils sont quand même aussi un petit peu à l'écoute. Tout ça pour vous dire que, bien sûr, vous allez trouver l'équivalent en France, vous allez trouver d'autres exemples européens. Il y a de plus en plus de... l'Europe se réveille par rapport... Dans le libre, il y a de très, très belles ressources. Il y a nos copains de Framasoft, si jamais vous voulez voir tout ce qui existe en libre, en open source. Il y a des podcasts aussi qui si je dis pas de bêtises, certaines des solutions qu'Infomaniac a intégrées dans sa suite sont d'ailleurs issues du libre, si je dis pas de bêtises. Il y a un auto-installeur, par exemple, pour du WordPress, pour pouvoir, par exemple, faire facilement les frais, éviter les frais de vous casser la tête sur l'installation de certains outils comme un CMS. Je trouve intéressant parce que dans une ère où tout d'un coup l'Europe se réveille pour dire on est peut-être trop dépendant des US, il faut savoir qu'Infomaniac tient ce discours de sensibilisation et Dieu sait que déjà à l'échelle suisse c'est compliqué d'être entendu, d'être écouté. Le fait d'envoyer ce signal très fort de dire nous la boîte nous appartient plus, c'est une fondation, on va garder l'esprit Infomaniac. Comme tu le disais, on va pas non plus freiner le développement et l'avènement de nouveaux outils ou de mettre les moyens nécessaires pour le faire. J'ai envie de dire, exemple à suivre. Sans doute, et de manière générale, les outils présents et futurs également à les éprouver, puisque c'est relativement accessible, et donc ça permet aussi d'un peu challenger les équipes, comme on dit, et parce que forcément, ça force la comparaison avec des outils qui sont pas les nôtres, on le sait bien aujourd'hui, que l'on paye cher et vilain, issus des États-Unis entre autres, mais pas que, et donc ça vaut quand même la peine de se pencher sur ce qui se fait plus proche de nous, parce que c'est pas l'Europe, tu l'as dit, mais c'est quand même plus proche de nous, et avec une autre éthique, on va dire aussi sans doute, à faire, à suivre, comme tu le disais. Il nous reste un sujet, est-ce qu'on le fait ou pas ? Oui, allez, on va le faire. La lettre V, V comme violon. C'est une news, oui, certes, Aurélien, tu vas pas me contredire si je dis que c'est déjà
un peu ancien, ça a 3 ans je pense, mais il y a toujours des petites nouveautés en ce qui concerne ce fameux 3D Varius, un violon imprimé en 3D et qui existe sous différentes variantes et c'est une de ces variantes qui a été présentée à Vivatech cette année. Exactement. 3D Varius. Donc, je pense qu'il joue un peu sur le Stradivarius, évidemment, sur le nom. Moi, je pensais que c'était sur la 3D. Oui, bien sûr. Donc, c'est une entreprise de Béziers qui était présente à Vivatech. J'avais dit que j'en reparlerais. Alors, tu vas comprendre pourquoi ça m'a fait doucement rigoler. C'est les cordes. Parce que c'est un violon. Voilà, c'est un violon électrique à 5 cordes. Alors, il faut que j'explique qu'Aurélien a un problème avec les cordes. Enfin, un problème, c'est pas vraiment un problème. Non, j'ai un problème avec les instruments à cordes. Avec les instruments à cordes, comme le piano par exemple. Voilà. Et donc il était bien embêté le jour où on lui a demandé combien de cordes il y avait dans un piano. Et donc de savoir qu'il y a des cordes qui sont doublées, voire triplées même. Voilà. Non, mais si vous voulez briller en société, combien de cordes il y a dans un piano? Vous allez voir, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Un certain nombre, voilà. Et 12. Est-ce que c'est lié au nombre de touches, tout ça? Réfléchissez, bon voilà. Donc un violon classique, normalement 4 cordes. Eux, ils ont fait un violon électrique à 5 cordes. Et donc, ils ne font pas que des violons imprimés en 3D. J'ai regardé, ils en ont fait aussi à 6 cordes et à 7 cordes. Oh là là. Oui, ils n'arrêtent pas. Ils vont bientôt en faire un piano. Ouais. Non, il y a un peu de marge. Et donc, voilà, ces instruments un petit peu particuliers, moi, j'adore ces gens qui cherchent un peu à sortir des sentiers battus et à essayer des trucs. J'ai omis le nom de... j'ai travaillé sur un instrument qui avait les cordes de la guitare plus les cordes de la basse. Le nom m'échappe, je ne vais pas le retrouver. Et donc, ce violon, il est capable de jouer des basses beaucoup plus profondes et se rapprocher du violoncelle ou de la contrebasse. Et également des percussions. Donc, son créateur, Laurent Bernadec, voilà, qui est à la tête de la société 3D Varius, dit qu'il peut descendre plus bas que la contrebasse et on peut jouer aussi des percussions avec. Ils ont pour ça conçu leur propre micro. Alors c'est pareil, quand j'avais travaillé sur ce projet, je m'étais penché sur comment faire un bobinage de micro et c'est très très intéressant avec des aimants, des pièces polaires, des bobinages dans un sens, dans l'autre. C'est très très technique. Pour arriver à restituer toutes les harmoniques. Les harmoniques des cordes, capter la vibration des cornes. C'est très très intéressant, ces petits micros piezo. Et sachez que il y a des gens, des musiciens qui s'amusent à acheter les pièces détachées et à bobiner leurs trucs eux-mêmes et mettre 10 tours, 11 tours et regarder qu'est-ce que ça fait. Toute la lutherie en matière de guitare électrique, ça paraît bizarre de parler de lutherie, mais ça en est. C'est une lutherie un peu plus moderne que celle qu'on pratique quand on fabrique des vrais violons en bois noble, etc. Mais malgré tout, c'est le choix du bon micro, du bon câblage, avec les bonnes cordes au bon endroit, etc. C'est un art, il faut le dire. Oui, non, c'est très très poussé. C'est très très poussé. Donc, ils ne font pas... aujourd'hui, ils ont 4 modèles de violon et 1 modèle de violoncelle. Ils ne font pas que des violons imprimés en 3D tels que celui qui a été présenté à la Vivatech, puisqu'ils le font en noyer, en frêne, en hêtre et également en scipo. Et c'est pas anecdotique, leur truc, parce que d'après l'article que je vous ai mis en lien, ils vendent quand même 100 violons par an et 20 violoncelles, 100 violons et 20 violoncelles par an. Donc, c'est pas anecdotique. Et il y a des musiciens professionnels qui jouent déjà dans des concerts avec ces violons-là. Et je trouve ça, voilà... c'est l'arpeggi que je cherchais tout à l'heure. L'arpeggi, c'est un instrument hybride. Ouais, c'est un instrument hybride entre... voilà. Et si vous êtes intéressé par ça, et c'est hyper intéressant, tous ces trucs-là. C'est des instruments de niche, clairement. C'est assez confidentiel, peu de gens ont ça. Mais en tous les cas, si vous aimez la fabrication du son, triturer les micros, regarder comment tout ça se fait, c'est hyper intéressant. Allez jeter un œil et mettez-nous en commentaire combien il y a de cordes sur un piano. Ça me fait toujours rire.
On est aux alentours des 1400 € pour le line original ou colored, ça dépend quelle version vous voulez. Et alors il vous faudra l'archet qui va bien, qui s'appelle le Joule. Je trouve ça bien, à 1000 balles quand même. Bon, voilà. Mais en même temps, c'est fait pour les connaisseurs, et donc forcément ça a un prix. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? 3D Varius. Moi je connaissais pas, et c'est en préparant cet épisode que j'ai découvert tout ce qui était recherche et développement sur l'impression il y a déjà 2-3 ans sur la toute première version et la manière dont ça a évolué. Et il y a des artistes qui se servent forcément de ces instruments, et il y a sur YouTube quelques vidéos d'ailleurs de gens qui se produisent avec et c'est un son très particulier, très fin, très très délicat. On sent comme le côté électronique de l'instrument. L'idée c'est pas de reproduire le son du violon classique, on va dire. C'est un violon électrique et qui a un son assez doux et assez puissant en même temps. C'est spécial. Il faut l'écouter. Voilà quoi. Vous rajoutez un truc? Non, non, je dis, vous aurez le choix entre la poussette valise, vous faites votre choix, vous prenez ce que vous voulez. 12. La réponse à la question pour le piano, c'est 12. 12 cordes, non? Oui, c'est ça. J'essaye. Ouais. Non. Bien essayé. Ce sera dans les commentaires. Est-ce que le chenil-lébic, il a 12 cordes? Allez, c'est ici qu'on va se laisser. On va se dire dans 2 semaines, puisque c'est toutes les 2 semaines que nous produisons devant vous et vos yeux ébahis. À partir de la semaine prochaine, on vous présentera sous forme de warm-up. On vous présentera sous forme de warm-up les nouveaux venus dans l'équipe, puisque je l'ai déjà dit il y a 2 semaines. Il y a des... Oui, c'est vrai, en fait. Il y a des nouveaux venus dans l'équipe, et pas qu'un peu. Et donc, on va vous les présenter durant tout l'été, jusqu'à la rentrée d'ailleurs. Et donc l'équipe va s'enrichir. Ça commence déjà. Moi, je le vois fort dans notre zone, on va dire, de partage d'informations. Et vous le verrez certainement derrière dans la caméra. Prochaine, derrière la caméra, dans notre infolettre prochaine, là où on vous partage notre veille. Vous verrez que la veille s'éparpille un peu plus encore vers des sujets qu'on n'a pas toujours l'habitude d'aborder, et c'est une bonne chose d'avoir ces éléments supplémentaires. Merci Thierry, merci Aurélien. Avec plaisir. Et on se dit à très bientôt, et très bonnes vacances à tous, évidemment. Salut. Ciao. Si tu es encore là, c'est que ça te plaît. Alors pense à t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée pour ne rien rater de nos prochains épisodes. Pour toutes les infos, les liens et l'abonnement à notre infolettre, rendez-vous sur lestechno.be.